Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Questions contemporaines. Collection dirigée par J.P. Chagnolot. B. Péquignot et Desroland. Chômage, exclusion, globalisation. Jamais les questions contemporaines n'ont été aussi nombreuses et aussi complexes à appréhender. Le pari de la collection Questions contemporaines est d'offrir un espace de réflexion et de débat à tous ceux, chercheurs, militants ou praticiens, qui osent penser autrement, exprimer des idées neuves et ouvrir de nouvelles pistes à la réflexion collective. Derniers ouvrages parus. André Reper, La gauche en France. Historique d'un enlisement, 2011. Kilian Stengel, Un ministère de la gastronomie ? Et pourquoi pas, 2011. Gilbert Delagrange, Le citoyen et le système politique, 2011. Bruno Fabre, L'université a-t-elle perdu son âme ? Plaidoyer pour une autre réforme, 2011. Louise Fine, Les crimes en col blanc, 2011. Céline Hullopouyat, La restauration monumentale en question, 2011. Jean Rivire, Monde en mutation dans un système en crise, 2011. Jean-Pierre Salveta et Catherine Izzo, Plaidoyer pour la Turquie. De François Ier à Nicolas Sarkozy, 6 siècles de relations franco-turques, 2011. Florence Sanson, Une femme présidente pour la France, 2011. Philippe Kem, Monnaie bien publique ou banque casino, 2011. Elsa Forêt, Christophe Gélaud, Internet, Machine à voter et démocratie, 2011. Alain Zolty, L'espoir citoyen, 2011. À Lila. Mon ami. Ma boussole. À mon regretté Paul. Et à Jean-Michel. Qui m'ont tendu la main. Quand j'étais au plus bas. À celles et ceux. Qui cherchent un emploi. Ou une lumière dans le noir. À celles et ceux. Qui les accompagnent. Avec respect et dans la dignité. Remerciements. Je remercie tous les contributeurs qui m'ont apporté leurs précieux témoignages. Je ne puis les nommer de crainte de les mettre en difficulté, mais ils se reconnaîtront aisément à la lecture des pages qui suivent. Ils ont droit à toute ma gratitude. Je remercie également tout spécialement Odile, Alain et Dominique pour leurs précieux conseils, dont la pertinence s'est imposée à moi. Merci à Colette, ma compagne, dont les intuitions m'ont aidé à structurer et donner du sens à bien des chapitres. Introduction. Officiellement, il y aurait selon les mois entre 2,5 et 3 millions de chômeurs inscrits à Pôle emploi. En réalité, cette valeur, la seule qu'il soit possible de présenter au journal télévisé de 20 heures sans affoler l'opinion publique, ne représente qu'une faible partie du nombre réel de chercheurs d'emploi. Sur les 5 catégories, de A à E, utilisées par Pôle emploi pour comptabiliser les chômeurs, on ne présente au grand public que les effectifs de la seule catégorie A. Les spécialistes savent bien que le total des 5 catégories se monte à 4,5 millions environ, et nous découvrirons dans les pages qui suivent qu'il y a environ un demi-million de chercheurs d'emploi totalement cachés, que nul ne comptabilise jamais. On le voit, entre l'affichage réservé au grand public, environ 2,5 millions et la valeur réelle, environ 5 millions, l'écart est considérable. Tout le monde s'en doute mais peu de gens le disent, ce qui fait que plus personne n'a confiance dans les chiffres présentés par le gouvernement, et tant pis pour notre cohésion sociale. Chaque mois on nous annonce une variation du nombre de chômeurs, qui est le plus souvent comprise entre 0,5 et 1%. Or sans être un grand mathématicien il est aisé de voir que ce pourcentage représente de 15 à 20 000 chômeurs en plus ou en moins. C'est la population d'une ville comme Bayeux, Guéret, Longwy, Courcouronnes, Sainte-Maxime ou Laurency. Ainsi, bon an mal an, l'économie joue à la roulette russe avec des dizaines de milliers de destins individuels. On imagine sans peine la casse sociale que cela engendre. Quelquefois, trop souvent hélas, mari et femme travaillaient dans la même entreprise et se retrouvent tous les deux jetés à la rue par une brutale fermeture d'usine ou un plan de sauvegarde de l'emploi 1, PSE. Que vont-ils dire ce soir à leurs enfants ? Et demain ? Et dans un an ? Car le chômage dure parfois longtemps, très longtemps. Tous ces destins brisés sont entre les mains d'une nébuleuse d'organismes dont le plus visible, Pôle emploi, regroupe l'ex-ACEDIC, devenu Pôle emploi indemnisation,
et l'ex-ANPE2, devenu Pôle emploi placement. Faute de personnel, faute de compétences, soumise à des consignes ubuesques, cette dernière structure est désormais dans l'incapacité d'accompagner dignement vers l'emploi un nombre de chômeurs qui ne cesse d'augmenter, les premiers à le dire et à en apporter les preuves étant les employés de Pôle emploi eux-mêmes. Alors faute de pouvoir aider les chômeurs à retrouver un emploi, on a mis en place un système de contrôle, certains disent de flicage, destiné à en radier le plus grand nombre possible. La mission de l'ex-ANPE n'est plus de résorber le chômage, mais de le dissimuler. Naturellement, en période électorale, nos hommes politiques, de droite comme de gauche, nous servent le même discours qui se résume toujours plus ou moins à la même incantation. Le chômage doit faire l'objet d'une véritable grande cause nationale, en particulier le chômage de longue durée, celui des jeunes, celui des seniors, et je m'engage solennellement devant vous à y consacrer tous mes efforts. Le temps et les élections passant, on constate que rien ne change et que les chiffres du chômage restent stables, à quelques variations épisodiques près. Rien de bien surprenant à cela. Un gouvernement n'a pas vocation à être un employeur et la clé de l'emploi se trouve chez des entrepreneurs privés sur lesquels un gouvernement a peu de prise. Alors, le chômage perdurant, le discours gouvernemental se fait soudain incisif, menaçant, ouvertement populiste. Au fond, toutes ces personnes qui reçoivent de grasses indemnités de chômage ne se complairaient-elles pas dans leur inactivité? Ne seraient-elles pas simplement des fainéants et des profiteurs? Ce discours agressif se retrouve dans la bouche de nos élus, jusqu'aux plus hautes strates de l'État et trouve un écho dans les pulsions les plus viles d'une partie de la population qui ne protesterait pas bien fort si on décidait d'exiler tous ces fainéants très loin dans un quelconque désert. Naturellement, bien à l'abri du chômage, ceux qui tiennent ces discours ferment pudiquement les yeux sur ceux qui dans leur entourage pourraient s'y trouver durablement englués. Ces chômeurs que la société tout entière rejette à ses marges, que vivent-ils? Que ressentent-ils et que peuvent encore espérer ceux d'entre eux qui par miracle ont encore la force d'espérer? Traités de fainéants, parfois par leurs proches, ignorés par l'État, soumis aux pressions constantes de Pôle emploi qui aimeraient leur faire accepter n'importe quel emploi pour n'importe quel salaire, les chercheurs d'emploi ne parviennent plus à se faire entendre. Ils ont le sentiment de servir uniquement de réservoir de main-d'œuvre, utile uniquement à exercer une pression à la baisse sur l'ensemble des salaires. Pour bien comprendre comment se noue le cercle vicieux du chômage de longue durée, il faut croiser et confronter les points de vue du chômeur, de l'employeur et du recruteur professionnel. J'ai personnellement vécu toutes ces situations, et j'ai tenu à conforter mon témoignage par les expériences authentiques de personnes très diverses, de tous âges et de tous niveaux, que j'ai eu l'occasion de rencontrer et qui, les unes et les autres, éclairent ce tableau sous des angles différents. Ce kaléidoscope d'expériences vécues vaut bien toutes les études ministérielles sur les raisons du chômage. Les facteurs qui conduisent à notre gestion lamentable de l'accès ou du retour à l'emploi sont multiples. Ils touchent aux lacunes de notre système éducatif, à l'ignorance de nos élites politiques du fonctionnement des entreprises, aux petits calculs des acteurs économiques, aux discriminations de tous ordres et surtout aux fausses solutions que nos gouvernements inventent régulièrement sans se soucier ni de leur applicabilité, ni de leurs effets pervers. Ce sont tous ces facteurs que je vous propose de découvrir. Je dresserai également au chapitre 3 un portrait sans concession du fonctionnement actuel de Pôle emploi placement. Je m'y sens autorisé par ces employés de Pôle emploi qui ont fait les mêmes constatations que moi et ont osé l'écrire, parfois au risque de leur carrière. Hommage leur soit rendu. Je m'y sens également autorisé par toutes les personnes qui m'ont confié leur détresse et que j'ai aidé de mon mieux à retrouver dans la dignité le chemin de l'emploi. Ceci prouve qu'on peut y parvenir sans menace et sans mettre aucune pression. Il suffit de consacrer à ce cheminement du temps, de la méthode, du savoir-faire et beaucoup de respect. Puisse cet ouvrage ouvrir les cœurs et les esprits, afin que le problème du chômage soit enfin pris à bras-le-corps, de manière pragmatique, en accompagnant les chercheurs d'emploi avec respect, avec dignité, avec intelligence. Ne sont-ils pas après tout le reflet en creux d'un système économique fou dont nous sommes tous acteurs? 1. Combattre les idées reçues. 1.1 Aller au bout des raisonnements. Bref de comptoir. À l'époque pas si lointaine, où je venais à peine de sortir d'un long chômage, il est arrivé qu'on tienne devant moi des propos plus que blessants à l'égard des chômeurs. Ils émanaient parfois d'une rencontre de passage, mais plus souvent d'un invité,
d'un familier parfois très proche. Ces personnes précisaient bien que leurs propos ne me visaient pas personnellement, mais concernaient les chômeurs en général, ce qui, on s'en doute, me rassurait énormément. Laissez-moi vous proposer un petit florilège de quelques idées reçues glanées au fil de ces édifiantes discussions. Les chômeurs sont tous des fainéants. Non seulement fainéants, mais en plus profiteurs. Du travail il y en a, on leur en propose et ils le refusent. Si certains restent au chômage, c'est bien que ça les arrange. Ce sont nos impôts qui payent leurs allocations de chômage. Si on ne leur botte pas le cul, sic, les gens ne se bougent pas. Tout cela n'est rien. J'ai entendu depuis d'autres choses bien plus choquantes comme par exemple. Ils ne veulent pas travailler, les chômeurs. Être payés à ne rien faire, c'est cela qui les intéresse. Ou encore. On ne peut pas vouloir bénéficier des allocations chômage sans se sentir moralement obligé de tout faire pour retrouver du travail, parce que les allocations sont payées par le travail des autres. Si ces deux dernières phrases assassines, qui ne brillent pas d'une intelligence bien supérieure aux précédentes, me choquent tant, c'est qu'elles n'ont pas été glanées au comptoir d'un hypothétique café du commerce. Elles ont été prononcées par des élus de la nation et non des moindres. La première a été lancée le 2 février 2005 dans l'hémicycle de notre Assemblée nationale, par le député Jean Auclair. Le compte-rendu officiel des débats, disponible sur Internet 3, rapporte mot pour mot cette navrante déclaration qui n'améliore pas l'idée qu'on peut se faire des débats parlementaires. Admettons que le député Auclair, peut-être emporté par la fougue d'un débat passionné, se soit laissé aller à un regrettable emballement. Mais pour dire les choses clairement, si on peut à la rigueur fermer les yeux sur la vigueur des termes employés, on ne peut en revanche accepter le fond du propos. Car pour prononcer un réquisitoire d'une telle virulence, il fallait bien que le député soit intimement convaincu de sa pertinence. Une pertinence pourtant fort contestable, et un complément d'analyse aurait sans nul doute conduit à un propos plus nuancé. Ce député maintiendrait-il ses propos si son épouse ou l'un de ses enfants se trouvait soudain au chômage ? La seconde déclaration, c'est plus grave, est de Nicolas Sarkozy, président de la République, lors d'un discours resté célèbre, prononcé le 12 novembre 2009 à la Chapelle en Vercors. Et là, plus question d'emballement, ni de fougue, ni de lapsus. Lorsqu'un chef d'État laisse clairement entendre que les chômeurs traînent la patte, nul ne saurait mettre en doute que son discours n'ait été soigneusement préparé, écrit à l'avance, soumis à l'examen attentif d'un ou plusieurs conseillers, avant d'être avalisé par le chef de l'État lui-même. Sa prise de position est donc parfaitement assumée. Ces propos, jetés au visage de personnes qui sont dans la détresse et cherchent depuis des mois à retrouver au travers d'un emploi leur dignité perdue, oui, tous ces propos sont blessants. Ils sont d'une violence que nul ne peut imaginer s'il n'a lui-même connu semblable détresse. Non seulement ces propos sont violents, mais de plus ils traduisent une surprenante absence de recul, un incroyable défaut d'analyse, à moins qu'il ne s'agisse d'une analyse sciemment biaisée, caractéristique hélas commune à tous les propos populistes, de quelque bord et de quelque pays qu'ils viennent. Le populisme ne s'adresse jamais à l'intelligence. Dès lors, comment les Français ne se sentiraient-ils pas légitimes à surenchérir à leur tour sur de telles affirmations, puisqu'elles ont la caution du chef de l'État ? Je n'ai pas le sentiment que ce soit de nature à renforcer notre cohésion sociale déjà bien chancelante, à moins que justement on ne cherche à renforcer la seule cohésion de ceux qui ont un emploi, en les poussant à mépriser ceux qui ont perdu le leur. Un bien surprenant projet de société. S'il ne s'agissait que de quelques déclarations sans conséquence, je n'aurais certainement pas écrit ce livre. Mais ces propos servent à défendre des engagements politiques, lesquels débouchent par voie réglementaire ou législative sur des ignominies, des injustices, du mépris, là où on serait en droit d'attendre respect, entraide et solidarité. Ces décisions politiques provoquent trop de détresse humaine, qui au final coûtent très cher à la nation. Il est de notre devoir à tous de les dénoncer avec force, avec persévérance aussi, car elles renaissent encore et encore chaque fois qu'on croit les avoir éradiquées. Au bout du raisonnement, l'absurdité. Ce qu'il y a de bien commode dans le discours politique de ces 30 dernières années, c'est qu'il ne joue bien souvent que sur l'émoi, le ressenti immédiat, la pulsion. Il ne se donne pas le temps de la réflexion, ne va jamais au fond des choses. Les raisonnements ne sont jamais poussés jusqu'au bout,
et nul ne cherche jamais à en vérifier la validité. C'est ainsi que sont prises, avec l'approbation des Français, des décisions souvent lourdes de néfastes effets secondaires. Je me propose au contraire tout au long de ce livre, d'aller au bout de ces raisonnements primaires, de les pousser jusqu'à leurs limites extrêmes pour en démontrer in fine les biais, les approximations et souvent même l'absurdité. La méthode peut surprendre, mais elle est redoutablement efficace. Je commencerai par étudier en détail un certain nombre d'idées reçues souvent exprimées, en m'appuyant sur des bribes de conversation notées au fil des ans, qui apparaîtront en italique. J'en garderai la forme parlée, même si elle est parfois un peu crue. Idée reçue numéro 1. Les chômeurs sont tous des fainéants. Que peut dire ou faire un chômeur auquel on tient semblable discours? Rien la plupart du temps, car les idées reçues ont cette caractéristique d'être si fortement enracinées qu'elles résistent à toute argumentation rationnelle. On n'a pas encore inventé de désherbant contre les idées toutes faites. Il est donc très facile aux plus hauts dignitaires de notre pays de montrer du doigt les chercheurs d'emploi, et de les faire passer pour des fainéants aux yeux de tous. Inorganisés, abandonnés par les syndicats, les chercheurs d'emploi sont incapables de faire entendre leur voix. Ils ne sont guère gênants pour les gouvernements qui se succèdent. Sur quelles constatations Nicolas Sarkozy et tant d'autres s'appuient-ils? Sur les chiffres du chômage? Ils sont en effet très mauvais. Mais ces mauvais chiffres sont d'abord, faut-il le rappeler, à mettre au compte d'un nombre insuffisant de créations d'emplois et de l'inefficacité croissante de Pôle emploi, dont nous reparlerons longuement à la faveur du chapitre 3. Mais sur ces derniers points, pas un mot. Oui, les chômeurs cherchent un emploi, désespérément bien souvent, mais pour leur malheur cela ne se voit pas. Il est facile de voir que le boulanger, l'institutrice et le maçon travaillent, et le livreur qui obstrue une rue ne manquera pas de vous rappeler « Moi je travaille ». Seul devant l'écran de son ordinateur ou pendu à son téléphone, un chômeur ne fait pas de bruit, ne se montre à personne, n'obstrue pas de rue et son activité ne laisse aucune trace. Est-ce à dire qu'il ne fait rien? C'est un peu rapide. Ceux qui traitent les chômeurs de fainéants s'appuient sur l'évidente constatation que beaucoup d'entre eux ne trouvent pas de travail. C'est vrai, il est incontestable qu'ils n'en trouvent pas, mais dire qu'ils n'en cherchent pas est un inacceptable, un grossier raccourci. Pour comprendre pourquoi ils n'en trouvent pas, il faut tordre le cou à une autre idée reçue. Idée reçue numéro 2. S'ils restent au chômage, c'est bien que ça les arrange. Du travail il y en a, c'est un fait avéré. Mais y en a-t-il pour tout le monde? C'est déjà nettement moins certain, comme nous allons le découvrir. Nous savons tous que beaucoup d'emplois vacants ne trouvent pas preneur. On en comptait presque 200 000 au début de 2011. Cela n'accrédite-t-il pas l'idée que les chômeurs refusent d'occuper les emplois qu'on leur propose? Comme c'est simple. Méfions-nous des idées simples, elles ne sont le plus souvent que simplistes. Ainsi, puisqu'il y a du travail pour tous, serait-il vrai que ceux qui restent au chômage y trouveraient un avantage? Voici qui mérite au moins d'être exploré avec rigueur, chiffres à l'appui. Combien les chômeurs gagnent-ils exactement? Et surtout peuvent-ils en tirer un quelconque avantage financier? Sur ce dernier point, il est assez aisé de répondre. Les allocations versées à un chômeur représentent environ 57% de son salaire brut 4. Selon l'INSEE, le salaire médian des Français est de l'ordre de 1 550 € par mois, ce qui veut dire qu'il y a autant de Français dont le salaire est supérieur à cette somme que de Français qui gagnent moins. Que ces Français qui gagnent moins viennent à se retrouver au chômage et on amputera leur salaire à hauteur de 57%. Il leur restera alors au maximum 884 € par mois. Or il se trouve que le seuil de pauvreté 5 s'établit actuellement à 930 €. Il faut une belle dose de dogmatisme ou d'aveuglement pour oser dire qu'un chômeur tire un quelconque avantage au fait de se retrouver en dessous du seuil de pauvreté. Mais ce constat navrant ne fera pas taire les critiques, car on citera toujours le cas de telle ou telle personne qui se permet de refuser un emploi alors qu'elle est au chômage depuis plus d'1 an. N'est-ce pas scandaleux? Qui s'inquiète de connaître les raisons de son refus? Un exemple nous aidera à comprendre. Markel habite dans les Bouches-du-Rhône, à Château-Renard. La NPE lui propose un CDD à mi-temps comme cariste 6 sur la zone industrielle de Langeoly, à Vitrolles, et ce monsieur refuse sous prétexte qu'il lui faudrait prendre sa voiture pour y aller.
Nul doute qu'un tribunal populaire ne manquerait pas de sévir en termes crus. Des gens comme ça, il faudrait leur supprimer leurs allocations. Mais à y regarder de plus près, combien un cariste à mi-temps gagne-t-il ? Généralement un peu plus qu'un demi-SMIC, disons environ 800 € net. Alors le compte est vite fait. On demande à Markel de faire environ 75 km, 150 avec le retour, soit environ 3000 km par mois. Rien qu'en essence, il en a pour plus de 200 €, c'est le quart de son hypothétique salaire. Tout cela de sa poche, bien entendu. Il lui reste quelque chose comme 600 € pour vivre. À titre de comparaison, examinons le cas d'un cadre d'une grande entreprise qui utilise sa voiture personnelle pour faire un déplacement, pas une Rolls-Royce, juste une petite voiture de 5 CV fiscaux. Son employeur l'indemnisera à hauteur de 0,32 € environ du kilomètre 7. N'y voyez aucune générosité de sa part. C'est l'application d'un barème déterminé par le fisc qui, en plus du carburant, tient compte de l'assurance, des révisions et de l'amortissement de l'achat de la voiture, toutes choses qui font partie des frais liés à l'emploi d'une voiture. Pour les mêmes 3000 km, ce cadre recevrait donc un défraiement de 960 €. Une somme supérieure au salaire proposé à Markel, n'y a-t-il pas là quelque chose de choquant ? Cela prouve en tout cas que s'il tenait compte de ces mêmes postes de coûts, Markel découvrirait qu'il dépense en frais de voiture bien plus que le salaire qui lui est proposé. Dans ces conditions, qui donc accepterait ce CDD à mi-temps ? Hélas, chaque fois que je pose cette question, on me répond invariablement : si j'étais au chômage depuis 1 an ? Bien entendu que je l'accepterais. Je peux admettre qu'on lance ce genre d'affirmation dans une discussion entre amis après quelques apéritifs. Cela ne porte guère à conséquence. Mais placés face à la dure réalité d'un emploi qui ne leur permettrait même pas de payer leur loyer, les chômeurs sont bien obligés de le refuser pour continuer à chercher un emploi susceptible de couvrir leurs besoins vitaux. C'est une simple question de survie. Placés devant le même choix, toute personne sensée agirait de même. On entend aussi beaucoup parler de métiers dits en tension, vers lesquels peu de gens acceptent de se tourner et que les employeurs peinent à pourvoir. Ce sont souvent des emplois peu qualifiés et mal rémunérés. Ajoutons à cela que nombre d'entreprises n'offrent plus de contrats pérennes, mais essentiellement des emplois précaires, en intérim ou en CDD, souvent à temps partiel, et tous les ingrédients sont réunis pour que ces métiers ne trouvent pas preneur. Facteur aggravant, ce siècle voit exploser le nombre de familles monoparentales et beaucoup de femmes élèvent seules leurs enfants. Qu'on vienne leur proposer un poste dans la restauration de 18 à 23 heures, avec des temps de transport parfois considérables, et il est évident qu'elles ne peuvent pas les accepter, leur salaire ne couvrirait pas les frais de garde des enfants. D'ailleurs, quelle nourrice accepterait de tels horaires ? Même les conseillers de l'ANPE en conviennent. La majorité des métiers en tension qu'ils ont à proposer ne sont pas compatibles avec notre mode de vie, notre tissu social, nos équipements de transport collectif, nos facilités de garde d'enfants, ni avec un contrat social gravement dégradé. Constat confirmé par Christian Charpy, actuel directeur de Pôle emploi 8. Alors, dire que les chômeurs trament la patte et refusent des emplois, c'est en effet vrai, mais placés dans les mêmes conditions, ceux qui formulent pareille critique seraient bien obligés d'adopter la même conduite. Que ne nous épargne-t-il alors cette dégradante polémique ? La spirale descendante. Oublions Markel. Il y a, c'est vrai, quantité d'autres chômeurs auxquels on propose des postes qui ne sont pas à 70 km et qui les refusent pareillement parce qu'ils ne veulent pas céder un pouce sur leur salaire, ce qui choque beaucoup d'observateurs. Après tout, quand on est dans la détresse, il faut bien consentir quelques sacrifices. J'en conviens bien volontiers, mais pas dans n'importe quelle condition, pas pour plonger dans une détresse durable et encore plus grande. Or, voici ce qu'actuellement on propose aux chercheurs d'emploi. Imaginons un chômeur qui auparavant gagnait chaque mois 2000 €, soit plus que la moyenne nationale. Devenu chômeur, il reçoit environ 1140 € d'allocation chômage. Comme les temps sont durs et qu'il faut bien manger à la fin du mois, il finit par accepter un CDD d'1 an payé 1700 € par mois. C'est toujours mieux que 1140. Mais voici qu'arrive la fin de son CDD, et il retourne s'inscrire au chômage. Hélas, ces allocations ne sont plus maintenant calculées sur la base de 2000 € mais sur la base de 1700 € neufs,
ce qui fait une allocation mensuelle encore plus basse, de l'ordre de 970 €, moins de la moitié de son salaire initial. Aussi ce malheureux chômeur aura-t-il tout intérêt à accepter très vite un emploi mieux payé. On pourra alors lui proposer un travail un peu plus rémunérateur que ses allocations, mais peut-être moins payé malgré tout que son précédent emploi, par exemple 1 500 €. Parti de 2 000 €, passé à 1 700 puis 1 500 €, à chaque proposition que cette personne acceptera, elle s'enfoncera inexorablement un peu plus. Rappelons que le gouvernement a établi comme suit le niveau de rémunération d'une offre valable d'emploi, ou OF10, qu'un chômeur ne saurait refuser sans encourir dans un premier temps une baisse de ses allocations, puis une radiation au troisième refus. Pendant les 3 premiers mois de chômage, le salaire proposé doit être au moins égal au salaire de référence, salaire moyen des 12 derniers mois. Entre 3 et 6 mois de chômage, il doit se situer au niveau de 95% de cette référence, c'est très raisonnable. Entre 6 et 12 mois, il doit se situer au niveau de 80% de cette référence, c'est plus dur mais encore supportable. Après 12 mois de chômage, le salaire proposé doit seulement être au moins égal à l'allocation chômage perçue par le demandeur, soit, dans la majorité des cas, environ 57% du salaire de référence. Qui accepterait de vivre durablement avec 57% de son salaire? Dans notre exemple, on serait parfaitement en droit de proposer au chômeur un emploi rémunéré 1 200 €, 1 140 exactement. En réalité, on lui imposera d'accepter sous peine de radiation et on lui demandera même de dire merci. Il faut avoir l'honnêteté de dire combien le système, cautionné par les instances paritaires, est scandaleusement pernicieux. Quel commentateur, quel journaliste saura le dire haut et fort? Le plus surprenant dans cette affaire, c'est que les bonnes âmes qui voudraient contraindre les chômeurs à accepter n'importe quel travail rémunéré au rabais, œuvrent en fait contre leur propre intérêt. Il faudra qu'un jour on leur explique ce détail. Si un jeune de niveau Bac+4 est contraint d'accepter un emploi payé à peine plus que le SMIC pour pouvoir se loger et manger, et ils sont nombreux dans ce cas, aucun employeur n'acceptera plus de payer un autre jeune au prix normal du marché. Ensuite, ayant baissé la rémunération des Bac+4, il faudra bien diminuer celle des Bac+2, et de proche en proche cette mécanique infernale tire tous les salaires vers le bas. Alors un jour on vous dira à vous, oui vous que vous êtes trop payé et on vous donnera le choix entre une baisse de salaire ou un licenciement. On ne peut nier ce fait, cela se pratique chaque jour partout en France. Pour ma part, je me refuse à cautionner ce scandaleux jeu de dominos. Je suis bien d'accord pour dire qu'il n'y a rien de honteux à accepter une baisse temporaire de revenus, le temps de passer un cap difficile, à ceci près que personne ne peut prévoir si c'est juste un mauvais moment à passer ou si c'est une inflexion durable. Hélas, actuellement, ce n'est pas seulement durable, mais bien souvent définitif. Le chômage n'est tolérable que si chaque chômeur garde l'espoir de pouvoir un jour retrouver un poste et un salaire à la hauteur de ses compétences. Si on tue cet espoir, comment voudriez-vous qu'il trouve en lui chaque jour l'énergie de se battre et de se battre encore? Or actuellement la plupart des gens savent que demain sera moins bon qu'aujourd'hui, sans aucun espoir de retour. N'oublions jamais cela, sans aucun espoir. Tout le monde peut accepter de se serrer la ceinture pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, mais pas définitivement. Car si une personne peut à la rigueur serrer sa ceinture à elle, songez qu'elle va devoir aussi serrer celle de son conjoint et de ses enfants, et cela nul ne peut le tolérer durablement. Est-ce là la société dans laquelle nous voulons vivre? Est-ce là l'idéal que nous proposons à nos enfants et pour lequel nous serions prêts à nous investir? Idée reçue numéro 3. Fainéants et profiteurs. Qui n'a vu à la télévision ces reportages nauséabonds, qui reviennent sporadiquement salir nos écrans? On y présente 11, tel individu qui se vante d'avoir payé ses vacances aux Baléares avec ses indemnités de chômage. Amalgame facile. Tous les chômeurs, c'est bien connu, passent leur temps aux Baléares pendant que vous et moi nous travaillons. Offrir une catégorie de personnes à la vindicte populaire fait toujours recette. Mais qu'en est-il au juste? Précisons d'abord qu'il n'est pas bien difficile de trouver sur Internet une semaine de vacances aux Baléares, vol, transfert et demi-pension, dans une fourchette allant de 400 à 500 €, parfois moins. Alors il est évident que n'importe quel cadre gagnant 3 500 € par mois 12,
n'aurait aucun mal à s'offrir cette détente avec des allocations de chômage qui se montent à près de 2 000 €. La démonstration que cherchent à faire ces reportages instruits uniquement à charge est totalement vide de sens. En fait, nul ne s'est trop préoccupé de savoir si la personne en question n'avait pas enjolivé son histoire pour qu'on parle d'elle. Personne n'a cherché non plus à savoir combien lui avait coûté cette semaine et personne ne s'est demandé ce qu'elle était devenue ensuite. A-t-elle retrouvé du travail dans les semaines qui ont suivi ou a-t-elle basculé dans le chômage de longue durée? Je doute alors qu'elle ait renouvelé pareille escapade. Honte sur ceux qui assoient leur audience en épinglant quelques déviances, comme s'il s'agissait d'une généralité. Ce que sous-tendent ces reportages, sans jamais oser le dire, c'est qu'il serait immoral de prendre du bon temps quand on est au chômage. Il faudrait absolument empêcher cela par une loi bien contraignante, comme on en a vu fleurir pour tout et pour rien ces dernières années. Naturellement, si on interdit aux chômeurs pauvres de partir en vacances, les chômeurs riches font et feront toujours tout ce qu'ils veulent. Il serait également pertinent de leur interdire la télévision, le tabac, l'alcool, le cinéma, le loto, gala et closer. Cette indignation bien pensante ne serait-elle pas empreinte d'un zeste de jalousie ou d'aigreur? Ils prennent des vacances aux Baléares à mes frais, alors que moi je ne peux même pas me les offrir. Quelques personnes profiteraient-elles leurs allocations assédiques sans trop se fatiguer à chercher un emploi? Parfois sans aucun doute, j'en ai même connu quelques-unes. Mais il en va des chômeurs profiteurs comme des avocats véreux, des plombiers arnaqueurs, des politiciens corrompus, des fonctionnaires tir au flanc, des journalistes bidonneurs de reportages, des écrivains plagiaires. Le pourcentage de personnes malhonnêtes est sensiblement le même quel que soit le sous-ensemble de la population française auquel on s'intéresse. La grosse différence, c'est que les avocats, plombiers, hommes politiques ou journalistes malfaisants peuvent exercer leur néfaste talent pendant des années sans être inquiétés. Le chômeur profiteur, lui, est vite rattrapé par la nécessité de payer son loyer et de manger. Non seulement l'arnaque ne durera-t-elle pas bien longtemps, mais elle se retournera contre lui. Ne nous laissons pas égarer. La plupart des chômeurs vivent très mal leur situation et font tout, vraiment tout pour en sortir. Ils laissent à d'autres les escapades aux Baléares. D'ailleurs, messieurs les moralisateurs, puisque le statut de chômeur vous semble si reposant, si avantageux, pourquoi n'ai-je jamais vu aucun d'entre vous se ruer dans le bureau de son patron pour lui dire avec flamme : « Patron, je vous en prie, licenciez-moi vite, pour que je puisse enfin prendre des vacances aux frais de la collectivité. » Même que pour le remercier, ce patron, vous pourriez l'inviter à partager le voyage aux Baléares que vous n'allez pas manquer de vous offrir avec vos rondelette allocations de chômage. C'est bien ainsi que les choses se passent, n'est-ce pas? Si personne ne le fait, c'est bien entendu parce que le chômage n'est pas aussi agréable qu'on veut bien le prétendre. Alors par pitié, qu'on nous épargne ces reportages racoleurs. Idée reçue numéro 4. Ce sont nos impôts qui payent leurs allocations. La solidarité qui s'exerce à l'égard des chômeurs gêne bien des personnes, qui s'expriment parfois avec brutalité. Je travaille dur et ce n'est pas tous les jours un chemin de pétales de rose. Alors ce n'est pas pour nourrir des gens qui ne font aucun effort. Une fois encore, qui a dit qu'ils ne faisaient pas d'efforts? De plus, les allocations chômage ne sont pas financées par l'impôt. Elles sont alimentées par les cotisations de tous les salariés 13 et seuls peuvent y prétendre ceux qui ont déjà travaillé, c'est-à-dire ceux qui ont d'abord cotisé pour d'autres qu'eux-mêmes. Tous ceux, nombreux, qui militent pour une société fraternelle et solidaire, devraient apprécier ce bel exemple de mutualisation du risque et de solidarité. Impôts ou prélèvements sociaux, peu importe. Je paye pour les autres. Certes, tout comme les autres payent pour vous. J'espère que ce ne sera jamais le cas, mais si par malheur votre employeur venait un jour à dégraisser ses effectifs et que vous fassiez partie de la charrette, vous serez peut-être heureux de bénéficier de cette solidarité. Et ce jour-là, ce seront peut-être les cotisations payées par d'ex-chômeurs qui serviront à payer vos indemnités à vous. Rappelez-moi donc, à quand le dernier plan social 14 de votre entreprise remonte-t-il? Quant aux fonctionnaires qui ont la chance de bénéficier d'une sécurité d'emploi sans faille et n'ont du chômage qu'une vision bien théorique, je leur recommande d'être prudents dans leurs affirmations, qui peuvent blesser involontairement. Idée reçue numéro 5. Les gens ne se bougent pas pour trouver un emploi. C'est une critique récurrente qui justifie et sous-tend l'action de nos gouvernements successifs.
Pour y voir plus clair, il est parfois utile de poser quelques questions simples. Avez-vous passé vos soirées à chercher avec votre conjoint comment passer la fin du mois, tout en essayant que vos enfants n'en devinent rien pour ne pas les angoisser? L'avez-vous fait? Avez-vous déjà passé des nuits sans dormir? À vous demander comment sortir du pétrin? Vous êtes-vous déjà fait claquer au nez les portes de toutes les entreprises auxquelles vous aviez envoyé des candidatures? Savez-vous seulement ce que c'est que d'essuyer les remontrances de conseillers de l'ANPE, dont certains seraient souvent bien en peine de retrouver un emploi s'ils venaient à perdre le leur, parce que les CV qu'ils rédigent eux-mêmes sont la plupart du temps nullissimes, comme j'ai pu le vérifier à maintes reprises? Je ne suis pas seule à le dire, ce sont des employés de l'ANPE qui l'écrivent dans d'excellents ouvrages, comme Fabienne Brutus 15 ou Marion Bergeron 16 qui est encore plus incisive. Non? Vous n'avez pas vécu toutes ces situations? Alors peut-être vos critiques manquent-elles un peu de crédibilité. Laissez-moi vous apporter matière à réfléchir plus avant. Les chômeurs d'aujourd'hui sont d'anciens salariés qui hier encore tenaient peut-être ces mêmes propos assassins. Quant aux salariés d'aujourd'hui, peut-être seront-ils chômeurs demain. Accepteront-ils alors d'être traités de fainéants ou de profiteurs? Et comment vivront-ils qu'on leur mette la pression chaque fois qu'ils se rendent à Pôle emploi placement? Concrètement, supposez que par malheur vous perdiez demain votre emploi, vous-même ou votre conjoint ou votre enfant ou toute autre personne chère à votre cœur. Imaginez maintenant qu'au bout de 9 mois cette personne soit toujours sans travail, ce qui est loin d'être rare. Penseriez-vous alors vraiment que cette personne tant aimée se serait transformée en fainéant spontanément, du jour au lendemain? Qui peut vraiment croire à pareille fable et soutenir pareils propos? Il est facile d'appliquer des qualificatifs méprisants à des chômeurs en général, mais cela devient nettement plus dérangeant quand il faut se les appliquer à soi-même ou à ses proches les plus chers. Nombreuses sont les personnes qui, se retrouvant au chômage, sont persuadées de retrouver du travail en 3 mois, 6 mois maximum. Certaines y parviennent en effet, et c'est tant mieux, mais il en va tout autrement pour beaucoup d'autres. Quelles que soient leurs compétences et quelle que soit l'énergie et l'habileté qu'elles mettent à les vendre, ces personnes peuvent fort bien rester 1 an, parfois plus, avant de rebondir. Nous en verrons plus loin les raisons. Dans ces conditions, en quoi la pression mise sur elles pourrait-elle les aider à retrouver un emploi? Je sais bien ce qui suscite tant de critiques. C'est la vision de ces chômeurs qui cherchent un emploi depuis 1 an, 18 mois, parfois bien plus. Il est alors tentant de penser que s'ils n'ont rien trouvé, c'est peut-être parce qu'ils ne font pas beaucoup d'efforts ou font la fine bouche. En d'autres termes, un chômeur serait seul responsable de sa situation puisque des offres d'emploi il y en a, dit-on, à l'appel. Cette explication ne serait-elle pas un peu courte? Idée reçue numéro 6. Le quotidien d'un chômeur n'est pas bien épuisant. Un chômeur passe ses matinées à éplucher les offres d'emploi. Autrefois c'était dans la presse, avec ses journaux spécialisés. Aujourd'hui c'est essentiellement sur Internet, mais dans un cas comme dans l'autre il peut s'estimer heureux quand dans sa semaine il trouve tout au plus une demi-douzaine d'offres qui lui correspondent véritablement, plus un lot d'autres offres nettement plus éloignées de son profil. Bien entendu il postule et bien entendu on ne lui répond pas. Au lieu de répondre à des annonces, d'autres envoient des candidatures spontanées à raison de 20 à 30 chaque semaine. D'autres enfin déposent des candidatures sur des sites internet dédiés à la recherche d'emploi. Hélas, quelle que soit la méthode adoptée, il arrive bien souvent que cela ne serve à rien parce que tel chômeur a 54 ans, que tel autre habite dans un bassin d'emploi sinistré, qu'un troisième exerce un métier atypique ou en voie d'extinction ou qu'un dernier se retrouve en concurrence avec des centaines de candidats chaque fois qu'il répond à une offre. Alors tous passent des heures, des journées, à scruter en vain l'écran de leur ordinateur, à envoyer des lettres sans espoir de réponse, à téléphoner dans tous les sens, ce qui, on s'en doute, n'est ni fort gratifiant ni très bon pour leur morale. Laissez-moi vous faire cette confidence. Les chômeurs envient ceux qui ne travaillent que 35 heures. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.